Très bien, merci. Si vous avez envie maintenant d'intervenir à ce stade-là, on s'est donné un troisième temps pour essayer de se projeter un petit peu, parce que le tableau n'est pour le moins pas très réjouissant sur nos institutions, et on a l'impression d'être un peu paumé. Hein. Voilà, alors on vous donne le micro, vous vous présentez si vous voulez bien. Je vais faire comme à l'Assemblée nationale au bout de 3 minutes. Oui, bonjour, Tristan Guillou, donc je suis administrateur de Forum Réfugiés COSI. J'ai entendu deux choses tout à l'heure. La première, c'est qu'il y avait parfois, on fermait, on bloquait en fait les entrées parce qu'on avait on avait peur en fait d'un mésusage du droit d'asile, parce qu'on disait les gens vont plutôt venir pour des raisons, font passer en fait le droit d'asile, la volonté de venir comme pour travailler d'un point de vue économique comme un droit d'asile. Et deuxième chose, ce que vous avez dit, c'est dire qu'on est en déficit démographique et donc on va devoir peut-être faire venir de nouveaux actifs pour pouvoir remplacer les actifs qui ne sont plus là. Et donc ma question, c'est est-ce qu'on pourrait, par rapport à ça, mettre en place, qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme procédure en parallèle sur un droit de migration économique? Donc est-ce que ce serait pertinent? Et comment ce serait pertinent? C'est-à-dire que si on offrait des places par rapport à un certain nombre de pays, est-ce qu'on revaloriserait ainsi l'usage du droit d'asile et on ferait que les gens ne cacheraient plus qu'ils viennent pour des raisons économiques, mais viendraient véritablement pour des raisons de réfugiés, quoi. Si on fait de la migration économique et qu'elle est organisée, voilà, ça permet de mieux identifier ce qui relève. C'est ça ce que vous dites? Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Est-ce que peut-être s'il y a une autre question dans ce style, on la prend? Oui, je vous en prie, chère madame. Vous notez, puis éventuellement on se fera des réponses un peu... Oui. Donc, je parle pour la CIMAD. Nous, Pierrette Meignet de la CIMAD. Donc, se pose aussi, je reviens à ce que dit monsieur, la question de ce que nous allons appeler les migrants, les réfugiés, je ne sais quel nom leur donner, climatiques. Donc, là aussi, bon, pour le moment, ils ne sont pas réfugiés. Ils n'entrent pas dans la Convention de Genève. Mais, alors, la question, qu'est-ce qu'on envisage? Qu'est-ce que l'Europe envisage pour ces réfugiés, migrants, réfugiés, je ne sais comment les appeler, climatiques, et qui viennent. On sait déjà qu'il y a des gens du Niger qui passent régulièrement en Algérie, qui sont renvoyés de l'Algérie au Niger, qui reviennent l'année suivante. Bon, ça se pose dans les pays voisins, mais ça finira par se poser aussi à l'Europe. Allez, on prend une troisième question, madame. Voilà, et puis après, élément de réponse, et puis on refera une deuxième. Je vous en prie, madame. Je suis Béatrice Perret, Maison des solidarités locales et internationales à 2 pas d'ici. Alors, moi, on a bien lu dans la presse que certains États membres refusaient d'accueillir X migrants. Je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas y avoir de pression, parce que ces mêmes États membres ont bien des aides européennes, et pas des moindres, pour leur développement, pour un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'on peut ne pas partager tout? Voilà. Et pourquoi il n'est pas possible de faire de pression? Vous êtes une humaniste, chère madame. Je plaisante. J'ai l'impression qu'on est sur des catégorisations, parce que madame parle des migrants climatiques, vous nous parlez des migrants économiques. Est-ce que c'est vers quelque chose comme ça qu'il faut aller? Sylvie? Non, mais il y a plusieurs choses, parce que le premier élément, on a d'une certaine manière déjà commencé à l'aborder, c'est-à-dire que à partir du moment où la migration irrégulière, moi je me bats, sémantiquement aussi, je me bagarre toujours sur les côtés illégaux, parce que la migration illégale, même dans le texte de la Commission aussi, on continue de trouver migration illégale. Un migrant, c'est jamais illégal, c'est le séjour qui est illégal à un moment donné. Mais on n'est pas, les personnes ne sont pas illégales. Mais, bon, les mots, ils ont un sens aussi quand même. Bon, bref. À partir du moment où cette migration irrégulière est combattue par des voies légales ouvertes, je pense que c'est la voie, le sens à suivre, effectivement. Vous dire maintenant que les choses sont fixées et correctement envisagées
au plan de la Commission ou même au plan du Parlement sur le moyen de définir ces voies légales, non, je pense que c'est encore assez embryonnaire et la crise actuelle n'aide pas justement à se poser pour combattre un certain nombre de stéréotypes ou un certain nombre de critiques ou de comportements qui sont formulés de façon posée pour justement faire baisser la pression de la migration des voies irrégulières pour favoriser des voies régulières. Bon, il y aura peut-être de cela qui va voir le jour. Le truc un peu bateau, l'idée un peu bateau qui sort toujours dans ces cas-là, c'est l'idée de l'élargissement de la carte bleue européenne. C'est pas la carte bleue de paiement, hein, mais c'est la capacité à venir dans l'Union européenne, mais qui concerne pour l'instant quand même un type de profil de personnes migrantes plutôt de haut profil, on va dire. Alors que l'idée, c'est pas seulement celle-ci, c'est que les gens qui migrent, ils viennent pas seulement sur des très hauts profils universitaires, que je respecte parfaitement, mais que c'est aussi d'autres types de migrants qui peuvent. Donc, cet élargissement, c'est une idée, à mon avis, c'est quand même très, très embryonnaire et c'est insuffisant. Sur les réfugiés climatiques, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui, Madame a raison, ça se pose déjà. Les mouvements de population dont Jean-François a parlé tout à l'heure en citant le nom, c'est-à-dire 60 millions de personnes déplacées dans le monde en 2014. C'est-à-dire 60 millions de personnes qui ont bougé, souvent d'ailleurs en loco-régional, hein, le grand fantasme de l'arrivée de millions de personnes en sud-nord et qui montent systématiquement comme ça, c'est pas vrai. L'accueil se fait majoritairement dans le loco-régional. Évidemment, c'est des grandes régions, mais du loco-régional. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a ces réfugiés climatiques. Alors, il n'est rien prévu pour le moment. La réflexion est là aussi embryonnaire pour une raison complémentaire assez compréhensible. C'est que vous avez bien compris que dans le droit d'asile, il y a un agent persécuteur identifié. C'est un État, une partie d'État plus ou moins recommandable. Il y a à un moment donné un agent qui persécute et qui génère une demande de protection. S'agissant du climat, d'une côte qui monte, d'un dérèglement climatique, l'agent persécuteur, il devient quand même un peu plus compliqué. Je vois plus la dame, mais voilà, elle est là, pardon. Il est quand même plus compliqué à identifier. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, la réflexion doit voir le jour. Il va falloir qu'on change probablement un certain nombre, qu'on fasse évoluer ou qu'on crée un certain nombre de concepts et de règles à venir. Bon, je vais peut-être pas tout faire sur. En fait, je voudrais rebondir. Oui, il y a des demandes d'asile qui sont abusives, mais pour avoir étudié les mesures au niveau européen et national sur le long terme, s'il y a eu un abus peut-être de demande d'asile, c'est parce qu'il y a eu fermeture des voies légales de l'immigration économique et familiale. Et ça fait bien plus de 10 ans que des spécialistes de la question alertent en disant mais à force de fermer les voies migratoires économiques et familiales, vous allez finir par pousser les gens à vouloir utiliser l'asile. C'est logique, voilà. Donc c'est très simple. Hein. Reconnaissons le regroupement familial sans faire des histoires acadabrantesques. Qu'un père de famille qui est réfugié en France depuis plus de 10 ans n'obtienne pas le regroupement familial de ses enfants, parce que, soi-disant, l'acte de naissance de l'une de ses filles ne serait pas tout à fait conforme aux desiderata du ministère de l'Intérieur français, et que finalement tout se débloque lorsqu'il fait une action en justice devant la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Si ça s'était pas bloqué, si les rouages fonctionnaient bien au niveau du regroupement familial, on aurait moins de problèmes. Si au niveau de la migration économique, on arrêtait de vouloir faire venir uniquement des Chinois surdiplômés bourrés de fric, aussi, ça irait peut-être mieux. Voilà. Bon. C'est une question, c'est de la logique, c'est le bon sens de ma grand-mère, si vous voulez. Si on revenait un peu au-delà des fantasmes, si on abandonnait les mythes, si on revenait aux réalités concrètes, je crois que les choses se passeraient mieux. Deuxième question sur les réfugiés climatiques, 1 milliard d'ici 2050. Voilà, c'est ce que nous disent les spécialistes. Il se trouve que j'ai une de mes meilleures amies qui travaille sur une convention pour la protection internationale des réfugiés climatiques. Alors le gros problème qui se posait, c'était est-ce qu'on modifie la Convention de Genève ? Il n'en est pas question, parce qu'en l'état, si on commence à vouloir la modifier, c'est simple, il n'y en aura plus. Donc il ne faut pas la modifier, on ne la touche pas. Donc il faut une convention à côté, des chercheurs
quelques 150 États membres ont travaillé là-dessus. Elle est prête. Bon, évidemment, il n'y a pas un seul État qui a envie de porter le projet. Hein. Mais bon, voilà. Alors après, pourquoi les États veulent pas? Ils sortent le drapeau automatique. Face à la solidarité, on sort notre souveraineté nationale. Et là, dès qu'on sort le panneau souveraineté nationale, l'Union européenne ne peut plus rien faire. Parce que l'Union européenne n'est que ce que les États en font. Si les États veulent pas, ça peut pas. Enfin, c'est pas possible. Merci, c'est intéressant. Juste un petit mot de Jean-François. Oui. Alors, s'agissant de l'immigration de travail, elle est clairement, la gestion de l'ouverture de l'immigration de travail est clairement liée à la situation de l'emploi. Donc la France qui a fermé en 74 l'immigration de travail, c'est la France qui, 20-30 ans plus tôt, allait chercher des travailleurs étrangers pour la reconstruction d'après-guerre et pour les infrastructures. Donc vérité d'un jour, erreur le lendemain. Enfin bon, voilà. Donc et de ce point de vue-là, aujourd'hui, regarde la situation de l'emploi, les États européens sont pas dans la même situation. Mais une deuxième chose, ça me fait penser à une deuxième chose qu'il faut dire également, c'est que il n'y a pas d'un côté, alors, il y a toute une zone de grisée entre le pur projet économique et le pur projet politique, si vous voulez. Il y a des gens qui fuient, par exemple, des États qui sont des États déliquescents, des États qui ne savent plus assurer l'accès aux services essentiels aux populations. Où pour être soigné, il y a deux solutions. Soit vous allez à l'hôpital public où vous mourrez sur place, soit vous allez dans des cliniques privées dollarisées où vont les apparatchiks du régime. Donc il y a un ensemble d'États où il y a des élections, où il y a des... Voilà, mais où l'État ne sait plus assurer... Et donc les gens doivent aussi partir pour, par exemple, pour mettre un terme à un risque vital lié à une pathologie, par exemple, ou pour soi, ou pour un enfant. Bon, donc voilà, il y a cette notion d'état fragile ou d'état défaillant. Et je voulais dire aussi qu'un réfugié, ça a le droit de travailler. Enfin, c'est-à-dire que dans la reconstruction d'un projet de vie, quand on a mis derrière soi la menace et la persécution et qu'on a trouvé un refuge, retrouver une activité qui était peut-être celle qu'on avait dans son pays ou bien une autre, parce que c'est très compliqué de retrouver la même activité, ça fait partie de sa reconstruction, de son projet de vie, de son intégration et sa participation à la richesse nationale. Donc il y a cet élément-là. Et donc il y a aussi, quand on parlait tout à l'heure des gens qui préfèrent aller là que là, c'est parce qu'il y a aussi des pays où on sait qu'on pourra se reconstruire en travaillant, et d'autres où on pourra pas se reconstruire parce qu'on sera dans un foyer au RSA et que c'est pas un avenir. Mais dans la motivation qui pousse des personnes qui pourtant étaient protégées comme réfugiés dans des camps ou dans des semblants de camps au Proche-Orient, je parle en particulier des Syriens, des Irakiens, des Afghans, etc. Il y a le fait que 1 million de réfugiés au Liban ne peuvent pas travailler. Il y a des petits boulots, mais en tout cas, et on pourrait associer la question de la scolarisation des enfants, etc. C'est-à-dire que ça n'est pas des conditions d'un projet de vie durable. Donc ça peut passer quelques mois, quelques années, et après, un réfugié, il cherche d'abord à mettre fin à une menace, mais il a aussi le droit de se reconstruire, y compris dans la dimension du travail. Oui, alors sur les réfugiés climatiques, donc pudiquement on parle de déplacés environnementaux, comme ça on élude. Et oui, Pierre, comme tu le sais, la Convention de Genève, il faut pas y toucher, voilà, donc elle est sous cloche, il faut pas enlever la cloche. Par contre, il y a quand même aussi des situations où les facteurs environnementaux, climatiques, par exemple, vous avez une zone. Je pense par exemple à la situation du Darfour. Vous avez des régions qui sont des régions pastorales, des régions agricoles. Vous avez les troupeaux qui passent. On va chercher l'eau à tel moment, donc il y a des itinérances, de nomadisme. Lorsque les puits s'assèchent, lorsque les mouvements se modifient, eh bien, ça crée des tensions entre les groupes humains et ça peut aller, voilà. Et puis quand c'est instrumentalisé politiquement, ça va jusqu'à des violences et ça va jusqu'à la guerre. Et au Darfour, ce qui est génocide ou pas, en tout cas, il y a eu crime contre l'humanité. Donc et à ce moment-là, la composante climatique, facteur déclenchant, lorsqu'elle n'est pas gérée par une instance politique, elle peut donner naissance à un besoin de protection. Donc il y a aussi cet élément-là qui intervient. Sinon, c'est vrai que la réponse, y compris du HCR, c'est plutôt de dire les questions climatiques, on va les gérer avec des instruments régionaux entre les États parties de la région. Donc les eaux qui montent dans le Pacifique, on va gérer ça au niveau du Pacifique et puis ainsi de suite. Voilà. Une petite question, une remarque, parce que je suis arrivé tard. Bernard Giroux, je suis le président du comité de jumelage de Jardin près de Vienne.
Alors, il y a un petit problème quand même, madame, qui avait beaucoup de bon sens là-bas. Quand même, quand c'est la deuxième ou troisième ou quatrième femme qui arrive pour le même homme, pour le regroupement familial, il y a un petit problème quand même. Mais c'est une remarque anecdotique. Alors, il y a quelque chose que la question, en fait, la vraie question, je suis étonné. Moi, je pensais en venant ici qu'on parlerait des causes un petit peu fondamentales un peu de tout ça et qu'éventuellement, les causes, bien sûr, et qu'on apporterait peut-être quelques éléments de solution, je veux dire, à ces problèmes migratoires. Alors, la question, c'est guerre de religion. Oui, on n'en a pas encore parlé. Et nid de frelons qui se trouve du côté du golfe Persique. Il faudra peut-être qu'on en parle un peu de temps en temps, parce que je n'ai pas l'impression que nulle part ailleurs, à droite et à gauche, et même chez nos braves amis là-bas du Parlement européen et en France, on en parle bien souvent. Un beau jour, pour résoudre les questions, il va quand même falloir parler des choses sérieuses. Voilà, j'arrête là. Jean-François est venu montrer que ce n'était pas si simple. Alors ceux qui sont intéressés par la question, lisez les travaux de Karen Akoka qui montrent que la violence économique est une violence telle qu'on peut considérer que c'est un agent persécuteur, notamment dans le cadre de famines organisées, je pense à l'Éthiopie. Voilà. Il faut faire attention aux classifications. Classification, ça me fait penser à une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, dans le cadre de cette politique globale qui a été proposée par la Commission, qui a été rabotée par les États membres, on en arrive à une classification. Donc vous l'avez bien compris, le migrant, c'est pas bien. Ensuite, le réfugié, c'est un peu mieux, mais c'est pas si bien que ça, parce que finalement, parmi les réfugiés, il y a les Syriens, les Irakiens et les Érythréens. Les autres, c'est beaucoup moins bien. Donc on a, voilà, une hiérarchisation entre les migrants. Et si vous voyez l'accord UE-Turquie, maintenant, il n'y a plus que les Syriens. Donc on est en train de hiérarchiser pourtant des parcours migratoires de réfugiés qui méritent tous la protection, laissant entendre que ceux qui sont au top, oui, c'est bon, et que ceux qui sont en bas, non, c'est pas bon du tout, on va même pas l'étudier. Deuxième réflexion, une fois qu'une personne a demandé le regroupement familial pour son épouse, elle ne peut pas le demander pour une deuxième épouse. Donc la question ne se pose pas. Les services de préfecture ont bien l'habitude. Une, ça suffit. Hein. Voilà. Vous voulez parler des causes? Alors, ce n'était pas le sujet, parce que j'aurais pu vous faire un cours là-dessus, parce que je l'ai fait à mes étudiants. La guerre en Syrie, c'est simple, c'est une guerre civile, c'est une guerre régionale, c'est une guerre de religion, et on pourrait dire que c'est une guerre mondiale. Mais bon, on ne dit pas, parce que comme ça ne s'est pas passé en Europe, vous voyez, tout de suite, c'est un conflit de basse intensité. Mais je pense que ce n'est pas le sujet de ce soir. Oui, parce que on peut pas caricaturer la question dont on parle maintenant en disant finalement on rigole avec cet aspect et on ne traite pas la cause. Quand j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on essayait désespérément depuis de nombreuses années d'avoir une politique globale en matière migratoire, j'ai cité un certain nombre d'outils tout à l'heure en les résumant. Mais dans mon acception à moi, j'espère que je ne suis pas la seule, avoir une politique migratoire globale, ça veut dire qu'on prend ces outils-là, qui concernent pour grosse partie le passage d'un endroit à un autre, mais on traite aussi les autres bouts de la chaîne. On traite l'arrivée ici ou ailleurs, dans l'Union européenne, d'un certain nombre de populations, quel que soit leur statut d'ailleurs, avec un principe et des programmes d'insertion qui permettent effectivement à ce que leur vie se passe ici de façon adéquate par rapport à la fois à leur capacité à elles à s'intégrer et à la capacité des sociétés à les intégrer. Donc la question de l'intégration, moi je ne l'oublie pas en dehors de ces outils de migration et je n'oublie pas non plus les sources. Donc on ne peut pas dire que l'Union européenne se désintéresse de la situation en Syrie. C'est au demeurant un bourbier avec un nombre d'intervenants qui sont là, qui ne sont plus là, dont les alliances sont diverses et variées, avec des retraits qui ne sont pas vraiment des retraits, si vous voyez de qui je parle en termes de grands pays à l'est de l'Union européenne. Voilà. Avec, évidemment, mais ça nous fera le lien avec la suite, avec un pays charnière qui est la Turquie dans tout ça. Donc on n'oublie pas les causes et objectivement,
si ces causes sont traitées, et j'espère qu'elles le seront. Moi, je ne suis pas spécialiste de géopolitique ou de diplomatie ou militaire, mais j'imagine qu'elle le sera et que ça générera aussi des retours. Je notais tout à l'heure que quand la guerre dans l'ex-Yougoslavie s'est terminée, j'ai lu quelque part que 70% des gens qui s'étaient réfugiés en Allemagne étaient repartis. 70% des gens qui, à un moment donné, ont fait une démarche d'aller chercher refuge sont repartis dans un projet de vie de nouveau dans un des pays nouveaux ou anciens de l'ex-Yougoslavie. Donc on n'est pas là dans un mouvement univoque et immaîtrisé. Quant à l'accord Union européenne-Turquie, j'ai beaucoup aimé la manière dont ça a été aussi qualifié. Il repose sur finalement la décision d'Angela Merkel dans un bureau avec la présidence néerlandaise et le Premier ministre turc. C'est une décision unilatérale de l'Allemagne, unilatérale, qui engage la totalité, ou qui devrait engager la totalité des autres pays membres de l'Union européenne. Ce n'est pas la première décision unilatérale, mais autant la première d'Angela Merkel, qui consistait à faire un geste d'accueil et de témoignage à l'égard des autres États membres, autant celle-ci, pour le coup, est un mauvais unilatéral et a quand même beaucoup plus à voir avec la politique intérieure allemande qu'autre chose. Moyennant quoi, quand même, cet accord qui finalement a été décrit assez justement et pour ce qu'il a de honteux, qui est, je vous le schématise, il faut d'une certaine manière qu'un Syrien, et vous avez raison de le mentionner, maintenant on ne parle plus que des Syriens, c'est-à-dire que les Pakistanais qui sont là-dedans, les Afghans qui sont aussi dans ce marasme, les gens du Maghreb qui sont passés par la Turquie aussi, les Syriens, il faut un Syrien qui menace de se noyer dans la mer Égée, qui menace de mourir, pour qu'éventuellement on fasse la proposition à un autre Syrien qui, lui, s'est enregistré dans un des camps auprès d'une association ou de l'État turc en Turquie, pour éventuellement il puisse se trouver sur le dessus de la pile pour être relocalisé. Déjà, ça, c'est un deal. Enfin, un accord, je ne sais pas comment appeler ça, c'est une déclaration, ce n'est même pas un accord. C'est honteux. C'est un marchandage humain. Et ça se fait dans le dos de tout le monde. C'est-à-dire que, inutile de vous dire, pour ceux qui auraient pensé qu'on pouvait hurler, nous, parlementaires européens, on l'a fait, mais on n'a pas le droit au chapitre. C'est une déclaration du Conseil. Donc, ils font ce qu'ils veulent en la matière. Moi, je fais le pari que la légalité ne tiendra pas. C'est-à-dire que cet accord est illégal sur le fond. Vis-à-vis de la Convention de Genève, vis-à-vis des procédures, je ne vois pas comment ça tient. Donc je ne vois pas comment, à un moment donné, les cours de justice ou la CEDH, à un moment donné, ne traitent pas de ce sujet et font péter cet accord. Ou je m'échauffe un peu, mais ça m'a tellement énervé que, en dehors de la légalité, je pense que ça n'est pas applicable. C'est-à-dire que ça ne peut pas fonctionner parce que on fait porter à la Grèce un effort logistique, d'accueil, de reconduite, de considérer que la Turquie est un pays tiers. Bref, on fait porter un État à la Grèce qui est déjà dans une situation ingérable, quelque chose qu'elle ne peut pas faire, et au demeurant, avec des renvois où il a été jugé que la Grèce n'était pas un pays où on pouvait renvoyer aussi des gens. Bref, ça n'est pas effectif non plus, troisième élément. Parce qu'on a passé pas mal de temps tout à l'heure pour indiquer que ce principe de répartition qui n'est pas obligatoire n'avait pas fonctionné. Il doit y avoir en gros 1000 personnes qui ont été relocalisées sur les 160 000 prévus dans le plan de, je ne sais pas quand, en 2015, en novembre, je crois. Est-ce que vous pensez que ça va mieux fonctionner maintenant en termes de répartition que ça n'a fonctionné avant? Pas plus, et pour les mêmes raisons. Pas de solidarité, on oppose le chômage, le populisme, le Front National, blablabla. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas plus, donc ça ne sera pas plus effectif. Et au demeurant, ça sera d'un coût totalement phénoménal. Et personne ne se pose la question de combien ça va pouvoir représenter pour chacun des citoyens européens qui vont contribuer. Merci. Donc c'est honteux. Voilà. Rapidement, si vous voulez bien, parce que j'aimerais qu'on passe au troisième thème pour relancer la discussion avec le public. Jean-François, en quelques mots, si vous voulez bien. Oui,
Sur la procédure accélérée. Sur la procédure accélérée, pour certains, c'est très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui arrivent, notamment de Syrie, d'Érythrée, d'Irak et d'autres pays. Bon. Une bombe leur est tombée sur la maison, personne ne se pose la question de savoir s'ils sont réfugiés ou pas. Est-ce qu'il faut vraiment qu'ils attendent 3 mois, 6 mois, 1 an comme demande. Donc, il y a le principe de la procédure accélérée. Elle est aussi, il y a un classement à la fois pour les demandes manifestement infondées ou pour les demandes manifestement fondées. Donc, aller vite pour des gens qui ont besoin de protection et pas les laisser pendant 6 mois, ils n'ont pas le droit de travailler, etc., c'est plutôt bien. Et c'est pourquoi il y a aussi des missions déconcentrées de l'OFPRA qui arrivent pour traiter rapidement ce genre de questions, voilà, pour que les gens soient fixés. À Forum Réfugiés Cozy, on accompagne 2000 personnes chaque jour, chaque nuit, et on voit les gens dans l'incompréhension de l'attente. Le temps de l'attente est un temps déliquescent, un temps où on s'abîme, hein, un temps où on s'étiole, un temps où on n'a pas de projet, un temps où on ne peut rien faire. Bon. Donc attention, parfois c'est bien d'aller vite, mais il y a un mais. Quand ça va trop vite, quand ça va trop vite, il y a effectivement des risques que les procédures soient bâclées, hein, et que les dossiers soient pas bien traités. Alors, il faut ajouter que l'OFPRA a, de par la loi, la possibilité de reclasser en procédure normale. C'est-à-dire que c'est classé en procédure, c'est possible. Donc, il y a un classement en procédure accélérée. L'officier de protection prend le sujet, il dit mais qu'est-ce que ça fait en procédure accélérée ou après l'entretien. Bon, et à ce moment-là, il y a moyen de repasser en procédure normale. Ensuite, les gens en procédure accélérée sont tous convoqués. Donc tout le monde est convoqué indépendamment du choix de la procédure. Le taux de convocation est de 95%. Donc les gens sont convoqués. Il y a un examen du récit, il y a un entretien avec la présence d'un tiers. Donc c'est pas non plus une procédure qui est vidée de sa substance. C'est-à-dire que s'il faut interpeller l'OFPRA ou s'il faut interpeller, alors la cour, ça va être le conseil, l'avocat, mais au niveau de l'OFPRA, c'est le rôle des associations qui hébergent et qui accompagnent. Et là, encore faut-il que les demandeurs d'asile soient hébergés et accompagnés. Et là, il y a une différence de statut entre ceux qui sont hébergés et accompagnés, ceux qui sont hébergés pas accompagnés, ceux qui sont accompagnés pas hébergés, ceux qui sont ni l'un ni l'autre. Enfin bon, en principe, ils le sont tous un peu. Mais là, il y a disparité de traitement et il y a des personnes qui devraient être protégées et qui passent à côté de la reconnaissance du statut pour cette raison. Juste peut-être un petit mot sur la question de guerre de religion. Bon, faut pas oublier. Alors, d'abord, moi, ça me fait penser quand on dit guerre ethnique. Guerre ethnique, alors en Afrique de préférence. Et je pense à un sociologue qui disait, mais entre l'ethnie et le pouvoir est toujours premier. Entre la religion et le pouvoir est toujours premier. Les gens ne font pas la guerre pour ça de religion. Il peut y avoir une dimension religieuse. Est-ce que le conflit de l'IRA en Irlande, c'est un conflit qui est uniquement religieux? Est-ce que c'est une question des affaires de credo et de longueur de soutane? Je crois pas. Je pense qu'il y a un conflit historique profond. Est-ce que au XVIe siècle, en France et en Europe, on s'est battu pour autre chose que pour le pouvoir? Bon. Est-ce que quand Henri IV dit Paris vaut bien une messe, c'est pas bon. Donc, je ne nie pas la dimension religieuse, mais réduire le conflit au Proche-Orient à sa dimension religieuse, c'est oublier la dimension politique, c'est oublier le fait que Daesh, c'est principalement des Irakiens qui sont des sunnites qui ont été et des militaires qui ont été écartés du pouvoir lors de l'invasion américaine en Irak. Hein, donc c'est les effets seconds de la crise de 2003. Voilà. Donc encore une fois, je ne nie pas le facteur religieux, mais il faut le prendre comme une composante parmi d'autres et ne pas oublier que le contrôle des champs de pétrole me semble au moins aussi important que la question de savoir à quelle tradition religieuse on appartient. Merci.